Bonjour, je ne sais pas si vous nous entendez bien. Bienvenue au quatrième mercredi de l'Azote. Il y a déjà eu trois rendez-vous sur le thème de la fertilisation azotée. Là, aujourd'hui, c'est le quatrième rendez-vous. Juste pour vous prévenir que là, la présentation, elle va être enregistrée. Et donc ensuite, ce sera disponible en replay du coup sur le site de la Chambre et sur la chaîne YouTube de la Chambre aussi. Voilà. Donc juste pendant la présentation, du coup, le plus simple, ça va être de couper vos micros et de couper vos caméras. Voilà. Et donc du coup, juste pour rapidement le contexte, donc là, en fait, on organise cette série de webinaires suite à la journée Culture Avenir qui a eu lieu à Chasseneuil le 1er juin de cette année. Et donc aujourd'hui, on va parler des légumineuses, de leur rôle soit dans un système céréalier, entre guillemets, enfin dans des cultures, et puis des légumineuses dans les prairies. Donc voilà. Donc on peut peut-être commencer par se présenter. Moi, c'est Héloïse Moissé, donc je suis animatrice de groupe, plutôt en grande culture, basée à Écueillé. Euh, voilà. Et donc, bonjour, moi je suis Jean-Baptiste Quillet, je suis conseiller fourrage et bovin viande, donc beaucoup dans le secteur Bois-Chaussures et Brenne. Voilà. Du coup, je vais pouvoir partager la présentation. Hop, hop. Ok. Ah oui, je peux éteindre ça. Hop. Ok, donc comme on l'a dit, il y a déjà eu trois webinaires. Le premier sur le nouveau programme de la directive nitrate, donc ça peut être intéressant à aller regarder pour se tenir à jour. Ensuite, le deuxième qui a eu lieu, c'était sur la valorisation des engrais de ferme. Et le troisième sur les outils pour piloter la fertilisation en grande culture. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler des légumineuses, comme on l'a dit. Donc, hop. Donc, le sommaire aujourd'hui, on va d'abord parler du rôle global des légumineuses annuelles dans la rotation. Ensuite, on va faire un focus sur des légumineuses en association, donc avec l'exemple du colza associé avec des légumineuses. Et ensuite, du coup, on parlera de la fertilisation de prairies multi-espèces et donc de la proportion de légumineuses dedans. Voilà, donc on va commencer par le premier point. Donc, c'est des rappels, mais voilà, ça peut être intéressant. Donc, comment ça fonctionne? L'intérêt des légumineuses par rapport à l'azote, ça va être de fixer l'azote de l'air grâce à une symbiose qui se fait avec des bactéries. Donc, c'est des bactéries du genre Rhizobium ou Bradyrhizobium. C'est des bactéries qui sont naturellement présentes dans le sol et qui, du coup, se concentrent dans les nososités des légumineuses. Alors c'est des bactéries qui sont présentes naturellement dans le sol, mais il y a quelques cas où c'est intéressant de les, de, de les inoculer, pardon. Donc, par exemple, quand on met en place une luzerne dans un sol qui a un pH relativement faible, ça peut être intéressant. Pareil, quand on fait du soja pour la première fois, on peut inoculer ces bactéries pour que la symbiose se fasse plus rapidement. Voilà. Donc, comment ça marche? On a du coup une réaction chimique qui se produit grâce à ces bactéries. Donc, on va capter l'azote atmosphérique et avec de l'énergie, on va le transformer en azote minéral qui va être assimilable par les organismes vivants, donc ammoniac et puis après ammonium. Et donc ensuite, cet azote-là, il est transformé en azote organique dans les protéines. Voilà. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que selon les différentes espèces de légumineuses, on n'a pas le même taux de fixation symbiotique. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, vous prenez des légumineuses
fourragères type trèfle, luzerne, etc., eh ben, 80 à 90% de l'azote qui est prélevé par ces espèces, c'est de l'azote qui vient de l'air et donc qui a été fixé par les bactéries. Et donc en fait, ensuite, ça décroît. Donc, alors c'est des ordres de grandeur, hein, mais la févrole, le lupin, on est aux alentours de 70-90, un peu moins pour le soja, un peu moins pour les pois et les lentilles, un peu moins pour le haricot. Voilà, sachant que cette fixation, elle dépend aussi de l'azote minéral qu'il y a dans le sol. Donc il y a en fait un équilibre à trouver entre avoir un reliquat azoté du sol enfin, minimal, on va dire, pour favoriser le démarrage et la mise en place des nodosités. Il faut quand même rester sous un certain niveau de reliquat azoté parce que une légumineuse, en fait, elle va mettre en place des nodosités s'il y a, entre guillemets, pas assez d'azote dans le sol pour qu'elle se développe. Donc, au-dessus de 50 kg par hectare d'azote dans le sol, on va retarder la mise en place des nodosités, on va limiter la fixation symbiotique. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de... Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on peut attendre du coup comme effet sur l'azote sur la culture suivante, parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc là, j'ai pris l'exemple du pois. Donc, juste pour remettre où se trouve l'azote dans un pois. Donc, il y a 70% de l'azote qui va être sur la partie aérienne et 30% qui va être au niveau des racines. Donc, là, c'est un ordre de grandeur encore une fois, mais on va dire qu'environ la moitié de l'azote va être exporté parce que c'est présent dans les graines. Et puis après, on a là par exemple 16% dans le reste des résidus de l'aérien. Et puis on a 30% qui est racinaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a que 3% qui est concrètement de la racine. Et en fait, on a l'essentiel, 27%, qui est ce qu'on appelle dû à la rhizodéposition. Donc ça, c'est des molécules qui vont être excrétées par les racines et qui vont être aux alentours des racines, mais dans le sol. Donc en fait, quand on regarde les parties qui vont fournir de l'azote au sol, on regarde les résidus de culture et ce qu'il y a dans le sol. Et en fait, la majorité, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui est dans la terre autour des racines. Voilà. Sachant que cette disponibilité de l'azote, elle va dépendre du contexte pédoclimatique, de la quantité d'azote qui a été stockée par la légumineuse. Par exemple, quand on est dans des sols qui ont des fortes teneurs en azote minéral, soit parce qu'il y a une bonne minéralisation, soit parce qu'on apporte des effluents organiques, les légumineuses elles vont se comporter comme des pièges à nitrate. Donc en fait, si on regarde le solde à la fin, dans le sol, ça va être relativement neutre. Par contre, si on est sur des sols qui sont pauvres en azote minéral, là, va y avoir des taux de fixation de l'azote de l'air importants. Et dans ce cas-là, on va pouvoir contribuer à enrichir le sol en azote. Voilà. Voilà. Et donc sur la droite, ce que vous voyez, c'est le résultat de plusieurs études qui ont été menées. Et donc ça donne un ordre de grandeur de l'effet précédent que peut avoir un pois sur un blé ou sur un colza. Donc par exemple, là sur un blé, la première ligne que vous voyez, c'est on peut dire que on peut réduire en fait la fertilisation de 20 à 60 unités sur un blé qui suit un pois pour avoir le même rendement sur le blé que si on avait en précédent une céréale. Donc c'est entre guillemets une économie de 20 à 60 kg d'azote par hectare pour un rendement équivalent. Et en termes de... sur un colza, par exemple, ça a été estimé à 30 à 60 kg. Et ensuite, en termes de gain de rendement, donc là, c'est à fertilisation équivalente sur la culture suivante, donc blé ou colza. Le gain d'avoir un pois en précédent comparé à une céréale ou une orge. Donc là, l'idée, c'est de dire que un blé pardon, qui suit un pois
il va gagner, l'ordre c'est 6 à 12 quintaux par rapport à une céréale, et un colza qui suit un poids, bon, c'est 0 à 3 quintaux. Donc on peut dire qu'en gros, ça fait pas perdre, ça fait pas perdre de rendement, quoi. Voilà, sachant que ça, bah, encore une fois, c'est très variable et ça dépend de plein de facteurs, mais c'est ce qu'on a en fait comme données dans la littérature aujourd'hui. Voilà. Et donc, bah, les légumineuses dans la rotation, ça a d'autres bénéfices. Ça permet, vous le savez, de rompre les cycles des parasites, des adventices, parce qu'on a des familles botaniques différentes, parce que les semis sont décalés, parce que les cycles n'ont pas la même longueur. Ça permet d'améliorer la structure et la fertilité des sols. Ce qui a été observé aussi, c'est qu'une céréale qui suit une légumineuse, va y avoir une réduction du taux de mycotoxines. Et puis, on observe aussi régulièrement qu'il y a une plus grande teneur en azote ou une plus grande teneur en protéines dans une céréale qui suit une légumineuse. Voilà, et puis après, à l'échelle du système, à l'échelle de l'exploitation, on peut aussi dire que ça contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre, bah, parce qu'on n'apporte pas moins d'azote, enfin, on n'apporte pas d'azote minéral sur les légumineuses, et puis potentiellement moins sur les cultures suivantes, sachant que l'essentiel des gaz à effet de serre viennent des engrais minéraux. Voilà. Donc voilà, après ce que je vous dis sur la structure, la fertilité du sol, et cetera, c'est des choses qui ont été jusqu'à présent peu quantifiées, donc tout indique qu'il y a une tendance, mais de là à ressortir des effets vraiment chiffrés, c'est pas toujours facile. Voilà, donc ça, c'est ce que j'avais à vous dire rapidement sur les légumineuses dans la rotation. J'en profite pour dire, j'ai oublié au début, que si vous avez des questions, vous pouvez les noter dans le fil de discussion. En principe, vous avez une icône discussion, vous pouvez les noter et on y répondra à la fin, ou alors si on n'a pas la réponse, on reviendra vers vous. Voilà. Donc du coup, on peut passer à la deuxième partie. Donc les légumineuses en association. Donc là, j'ai pris l'exemple de l'association entre un colza et une légumineuse. Donc, cette association, elle a plusieurs objectifs. Donc là, on va s'intéresser surtout à la nutrition azotée du colza, qui doit être améliorée. On a aussi relevé des effets sur les dégâts d'insectes, sur la concurrence aux adventices, et puis ça participe aussi globalement à améliorer la fertilité des sols. Donc là, ce que je vous ai représenté, c'est juste les différents stades de développement du colza. Donc l'idée, c'est que quand on implante la légumineuse en même temps que le colza, elle fixe de l'azote pendant l'automne. Elle est détruite soit par gel, soit par chimie, voilà, pendant l'hiver. Et puis elle restitue de l'azote au printemps. Pendant l'automne, du coup, elle participe à limiter les dégâts d'insectes et potentiellement à concurrencer les adventices. Donc on va voir ça un peu plus en détail. Donc la première question qu'on se pose quand on veut se lancer là-dedans, souvent, c'est qu'est-ce que je plante? Donc en fait, on va choisir là où les espèces, on peut faire des mélanges ou pas, bah, en fonction des contraintes qu'on a chez soi, et puis de l'objectif qu'on veut amener avec ce couvert. Donc là, l'objet, c'est pas de vous détailler toutes les espèces qui existent. Donc là, vous avez un tableau récapitulatif réalisé par Terra Innovia. Mais bon, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que les critères de choix, ça va être bah, la sensibilité au gel pendant l'hiver, même si bon, c'est de moins en moins fréquent. Donc on est de plus en plus obligé de toute façon détruire chimiquement. Ensuite, un autre critère de choix, c'est la vitesse d'installation, la capacité à faire de la grosse biomasse, la capacité à minéraliser l'azote rapidement au printemps, donc pour que ça serve au colza qui est en place. La concurrence du coup vis-à-vis des adventices, qui est liée au port de la plante et puis à la biomasse. Et puis si on a des cultures qui sont sensibles à la phanomycèse dans la rotation, pardon, faut aussi prendre ça en compte. Donc voilà, après rapidement, on peut dire que la févrole de printemps, c'est
globalement un bon partenaire pour le colza, ça permet un bon effet de structure, ça a un effet azote important. Alors ça met un peu de temps à minéraliser au printemps parce que on est un port dressé, donc en fait il y a moins de contact avec les micro-organismes du sol, donc ça va prendre un peu plus de temps. Par contre, ça peut aussi être important, enfin intéressant en tant que tuteur pour d'autres cultures, pour d'autres espèces, si on fait un mélange. Ensuite, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le pois fourragé, souvent on évite parce que c'est quand même très concurrentiel du colza, donc ça peut pénaliser. Donc voilà, faire attention avec ça. La vesse, elle a un bon intérêt dans la maîtrise des adventices. Elle est quand même. Alors, les vestes pourpres et communes, elles sont peu sensibles au gel, donc il faut réserver ça aux situations où c'est possible ou alors on a vraiment prévu de détruire chimiquement. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut dire par exemple sur la gesse, c'est qu'il y a une croissance qui est intéressante quand on sème précocement. Ça produit une bonne quantité d'azote. Ça s'installe par contre relativement lentement. Et puis, on est quand même sur un coût de semence un peu plus élevé. Voilà, la lentille, plus adaptée au sol argilo-calcaire, plus sensible aux herbicides, donc voilà, à- enfin, à adapter. On dit parfois qu'il y a un effet allélopathique sur la levée des adventices. Bon, voilà, et puis après, différentes sortes de trèfles. Ensuite, en termes de mélange, ce qui peut se faire, c'est févrole et lentilles. Donc voilà, une soixantaine de kilos de févrole et puis 15-20 kilos de lentilles. Ça peut être lentilles et fenugrec, lentilles et fenugrec et gesse, par exemple. Bon, voilà. L'idée, c'est d'avoir des espèces qui soient complémentaires pour avoir un effet un peu global. Voilà là-dessus. Ensuite, la deuxième question qui se pose, c'est peut-être comment est-ce que j'implante ça? Donc déjà, première chose, il faut éviter trop de concurrence. Donc on évite les parcelles sales, on évite de semer dans un couvert qui est déjà installé. Ce qu'il faut, c'est que la période de croissance active du colza et des légumineuses soit à peu près euh, au même moment ou un tout petit peu décalé. Donc il faut semer les deux en même temps et assez tôt. On avance de 10 jours, souvent, bon, évidemment, ça dépend des conditions météo de l'année, mais voilà. L'idée, c'est de viser une bonne levée avant fin août, idéalement. On sait aussi que plus on va semer tôt, plus les légumineuses vont avoir le temps de se développer, de jouer leur rôle, et puis ensuite, elles vont être plus sensibles au gel. Plus elles sont avancées, plus elles sont sensibles au gel. Voilà. Ensuite, il y a deux façons de faire. On peut semer en un passage si on a plusieurs cuves. Ça, c'est dans le cas des graines qui ont vraiment des tailles différentes. Soit donc dans l'exemple de la févrole, là, on peut semer en deux passages, en passant en premier un passage avec la févrole et ensuite le colza. Sachant que, pour rappel, quand même, on va quand même toujours favoriser la levée du colza. Donc on fait attention au risque d'assèchement du sol. Si un passage supplémentaire avec les conditions de météo, ça met en danger la levée du colza, on va préférer abandonner l'idée de faire une association à tout prix plutôt que voilà. Donc, on passe le colza en priorité quand même. Ensuite, une chose qui est importante, c'est de ne pas augmenter la dose de semis. Un des facteurs les plus importants pour une bonne levée, une bonne vigueur et une résistance du colza à l'automne et au printemps, c'est quand même l'enracinement. Et donc, il ne faut pas se louper avec une dose de semis, une densité de semis trop importante. On a des pivots moins développés et qui résistent moins bien et aux insectes et à la sécheresse, etc. Voilà. Et puis, donc, on va privilégier les variétés peu sensibles à l'élongation, toujours pour la même raison. Hop. Donc, on arrive à ce qui nous intéresse. Donc, l'effet de l'association sur la nutrition azotée. Donc, là, on va regarder ce qui se passe en dessous de mon schéma. Donc, il y a un effet direct. Ça va être la fixation d'azote à l'automne.
Ensuite, la destruction pendant l'hiver, et puis la restitution par minéralisation au printemps. Ce qu'on a montré, c'est qu'il n'y avait pas de transfert d'azote direct entre la légumineuse et le colza à l'automne. Ça, alors soit il n'y a pas de transfert, soit ils sont tellement faibles qu'ils sont négligeables, soit en fait ils s'équilibrent dans un sens et dans l'autre, et du coup ça n'a pas de réel effet. Donc c'est vraiment l'effet direct, il est là, il est au printemps. Donc ensuite la question c'est est-ce qu'on va réduire la dose de fertilisation azotée? Sachant qu'ensuite, il y a un deuxième effet, donc là, plutôt en bleu. Donc c'est le fait qu'on va avoir une concurrence qui va se faire entre le colza et la légumineuse, mais une concurrence qui va rester bénéfique si on se débrouille bien, si les densités sont bonnes. Et donc ça va favoriser la croissance du colza et aussi favoriser l'exploration racinaire du sol. Donc ça permet aux racines du colza d'avoir un meilleur accès aux ressources du sol. Ça va permettre d'avoir une meilleure concentration de l'azote dans les plantes en entrée-hiver. Donc on a un meilleur statut azoté en entrée-hiver dans le colza. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a un retard des dates de fin d'azote. En fait, dans des parcelles de colza associées, on en observe rarement à l'automne. Voilà. Et puis, du coup, deuxième chose, c'est que comme on augmente l'exploration racinaire du colza, on augmente l'efficience d'utilisation de l'azote. Donc l'azote qui va être apporté au printemps, et ben, il va mieux porter dans la plante, quoi. Donc tout ça, ça nous mène à cette question-là, est-ce qu'on peut réduire les doses? Donc là, je vous ai mis une compilation de 8 essais qui ont été faits dans la région. Du coup, ce qu'on a là, c'est le rendement de différents colzas, soit seuls, soit associés, et avec des doses réduites plus ou moins. Donc, tout à gauche, ce que vous voyez entouré en rouge. Donc, en bleu, on a un colza seul avec une dose d'azote minéral X. Et on a la même chose, un colza associé avec cette fois une dose d'azote réduite. Alors, selon les essais, c'était 30 ou 40 unités. Et en fait, on a un rendement qui est similaire, quoi. Donc ça veut dire qu'on peut réduire de 30 à 40 unités d'azote sans impact sur le rendement. Pour pousser le truc, il y a des essais qui ont été faits sur une réduction plus importante. Et donc là, avec une dose réduite de 60 à 80, on voit que ça décroche pour le coup. C'est ce que vous voyez au milieu. Et donc à droite, là, c'était des essais pour voir si on pouvait déplafonner en fait, en associant avec une légumineuse et en ajoutant l'azote supplémentaire. Donc, en l'occurrence, oui. Voilà, donc ce qu'on peut dire globalement, c'est que quand on a un couvert de légumineuses qui est bien développé, alors ce qu'on donne comme indication, généralement, c'est autour de 500 grammes par mètre carré, on peut réduire la fertilisation azotée d'un forfait, on va dire, de 30 unités par rapport à la dose bilan, à la dose X, sans impacter le rendement. Voilà. Hop. Et donc ensuite, du coup, rapidement, les autres effets. Donc, ce que vous voyez là, c'est les dégâts d'insectes sur l'axe vertical en fonction de la biomasse fraîche en entre-hiver. Donc là, c'est la biomasse fraîche totale, c'est colza plus légumineuse. Donc, on voit ce qu'on s'attend à voir. Plus on a une biomasse importante, moins on a de dégâts d'insectes. Alors, quand on dit dégâts d'insectes, là, on parle de larves d'altise dans les plantes, nombre de larves d'altise par plante, et on parle aussi de plantes avec des pores buissonnants. Donc, voilà. Et donc, si vous voyez le nuage de points, là, on peut dire à peu près que quand on dépasse les 1,5 kg de biomasse totale par mètre carré, on a une réduction satisfaisante des dégâts d'insectes d'automne. Donc c'est globalement, on peut viser 1 kg de colza par mètre carré et puis 500 grammes de couvert. Voilà. Ensuite, on sait ça, mais on n'a quand même pas le mécanisme. On ne sait pas si c'est un effet
Est-ce que la légumineuse, elle repousse les insectes? Est-ce qu'il y a un effet de barrière? Est-ce qu'il y a un effet leurre? Ça, on ne sait pas. Mais une des hypothèses, c'est que, comme on l'a dit plus tôt, bah, comme il y a une concurrence bénéfique, la croissance du colza est améliorée et donc la résistance vis-à-vis des insectes est améliorée. Ça va aussi avec le fait qu'on va semer un peu plus tôt et donc on espère avoir une biomasse de colza plus importante. Hop. Sur les adventices, donc là, vous avez la même chose. En fonction de la biomasse totale entrée-hiver, vous avez la couverture par le sol des adventices. Donc, on voit encore une fois ce qui paraît logique. Plus on a de la biomasse et moins les adventices se développent. Donc là, c'est pas un nombre de pieds par mètre carré, c'est vraiment une couverture de sol, un pourcentage de couverture de sol. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est que la légumineuse, elle va avoir un impact sur la croissance des adventices, s'il y a extinction lumineuse, mais elle ne va pas avoir d'impact sur la levée des adventices. Donc il y en a autant qui lèvent, mais elles se développent moins. Et puis ça va dépendre des espèces qu'on choisit, comme on l'a vu plus tôt, et de si elles ont eu bien le temps de se développer pendant l'automne. À noter que, du coup, un trèfle, une vesse ou un pois, ça a une concurrence importante. Une févrole, ça a une concurrence plus faible, forcément. Et puis, ce qu'il faut aussi, c'est que le développement il soit important, mais surtout, il soit précoce, il soit avant la levée des adventices, en fait, pour que ça ait un effet. Voilà. Et puis, en conclusion, quand même, on ne compte pas uniquement sur les légumineuses pour gérer les adventices. On donne priorité au désherbage si la parcelle est sale. Donc du coup, avec des programmes soit qui vont vous permettre de conserver vos légumineuses, donc on va regarder du Noval, du Springbok, de l'Alabama, soit quand la légumineuse a joué son rôle en entrée-hiver, on peut détruire pour sécuriser en cas d'hiver doux. Là, on va mettre du yellow, du callisto, ou alors au printemps, on pourra mettre du montrel. Voilà. Et donc, j'en arrive à la conclusion. Je voulais juste du coup remettre les petits points, les limites en fait de cette association. Alors, évidemment, c'est une charge de semences supplémentaire si les légumineuses ne sont pas produites par ailleurs sur la ferme. Ça demande quand même un peu d'anticipation pour préparer les semences et puis potentiellement du matériel spécifique. C'est un peu plus technique dans la conduite sur l'implantation et le désherbage. Le désherbage, oui, comme je disais, on va préférer des interventions en post-levée précoce, quoi. Et puis, il faudra faire attention au développement de la légumineuse. Et puis, il y a des résultats plus ou moins importants selon les types de sols. Ce qu'on a vu, c'est que les bénéfices, ils paraissent quand même plus importants en milieu argilo-calcaire. Voilà, donc on va pouvoir passer à la troisième partie. Donc moi, je vais vous parler de la fertilisation azotée des prairies multi-espèces. Dans la nouvelle PAC 2023, il y a une aide aux prairies multi-espèces avec plus de 50% de légumineuses qui existait déjà en 2017 et puis qui avait disparu. Donc, on va essayer de définir dans les systèmes d'élevage ce qu'est une prairie multi-espèces et ce dont on parle. Et après, comment gérer cette prairie multi-espèces qui est riche en légumineuses. Donc, il y a eu des essais qui ont été faits à la ferme expérimentale des Bordes à Jolais-Bois sur ce sujet-là entre 2017 et 2020. Et du coup, je vais essayer de vous présenter les résultats d'essais. Donc, l'idée, c'était de voir en fertilisant en azote dès la première année, quel est l'effet sur l'équilibre graminées-légumineuses. Aussi, on fertilisait uniquement à partir de la deuxième année et puis on fertilisait également sur la deuxième coupe. Donc, on va faire un zoom sur tout ça. Alors, avant de commencer, on va parler de concrètement qu'est-ce qu'on voit quand on parle prairies multi-espèces. On a reclassé les prairies multi-espèces en deux grandes familles, là. Une plutôt adaptée à des sols plus séchants, avec pas d'hydromorphie excessive l'hiver, et puis une prairie multi-espèces plutôt adaptée à des sols humides, concrètement des sols où on ne peut pas mettre de luzerne.
Donc là, on est reparti également d'essais qui avaient été mis en place à la ferme expérimentale des Bordes dans les années 2000-2010 pour essayer de faire des mélanges avec plus de 50% de légumineuses en nombre de graines pour être éligible au niveau PAC. Donc si on prend le mélange numéro 1, donc le mélange numéro 1, il est composé de 11 kg de luzerne par hectare et de 6 kg de trèfle violet. Comme on le disait avant, la luzerne, il faut un des pH minimum quand même. On peut pas, en dessous de 6 de pH, c'est pas envisageable. Et plus on va être proche de 6,5, 7, mieux ça va être pour la luzerne. Et puis, de toute façon, la luzerne, à partir du moment où il y a de l'hydromorphie excessive, elle déteste être les pieds dans l'eau. Donc, à partir du moment où il y a de l'eau, tout de manière trop importante, c'est pas la peine de le mettre dans les mélanges. Donc, ce mélange-là, il sera plutôt adapté à des sols plutôt plus séchants, sains. On va mettre 11 kg de luzerne, 6 kg de trèfle violet, et puis on va quand même remettre une base graminée avec 4 kg de dactyle, 5 kg de fétuque élevé et 3 kg de raies. Attention au dactyle, par contre, c'est 3 à 4 kg hectare. Au-delà de 4 kg hectare, il risque d'être très envahissant, c'est des toutes petites graines, donc il peut prendre énormément de place dans le mélange. Et après, donc, dans la version 2 du mélange, l'idée, c'était de se dire, j'ai pas d'éther à luzerne, j'ai beaucoup d'hydromorphie. Donc là, ce que je vais privilégier à ce moment-là, c'est de mettre plus de trèfle violet dans le mélange. Donc, en gros, vulgairement, on dit que le trèfle violet, c'est un peu la luzerne des terres humides. Et on va le mélanger avec un trèfle blanc géant. Donc, le trèfle blanc géant, intéressant avec c'est des génétiques qui sont assez récentes et il a un port dressé qui va bien se comporter dans les mélanges. Donc, on va être sur 8 kg de trèfle violet, 3 kg de trèfle blanc géant. Et puis, comme on est dans des zones un petit peu plus difficiles, plus hydromorphes, dans ce cas-là, on va se servir de la fétuque élevée comme un élément intéressant qui va s'adapter aussi bien à des sols humides et séchants. C'est un petit peu notre 4x4. Et du coup, on va monter à environ 8 kg par hectare de fétuque élevée. On va laisser un petit peu de dactyle pour les sécheresses, même si, pareil, le dactyle, c'est pas la plante de prédilection des terres humides. Et puis, on met un petit peu de raiegras anglais. Alors, lui, c'est plutôt pour le rôle couvrant au moment de l'implantation. Donc, ces deux types de mélanges, ils ont pour un objectif vraiment de produire des fourrages de haute qualité, de haute valeur alimentaire, des fourrages qu'on pourrait appeler correcteurs azotés, hein. L'idée, c'est plutôt des mélanges qu'on va faucher plutôt que pâturer, hein. Les légumineuses, c'est plutôt des plantes de fauche que de pâture, notamment la luzerne et le trèfle violet. Donc, concrètement, dans un système fourragé, ça veut dire que ces légumineuses-là, on va les utiliser, ça va plutôt être une première coupe début mai, et puis une deuxième coupe mi-juin, une troisième coupe suivant les conditions météo dans l'été, et puis à la rigueur, ce qu'on peut envisager, par contre, c'est un petit pâturage d'automne en fonction des conditions de repousse. Mais voilà, c'est bien ça le placement du mélange, c'est beaucoup de légumineuses pour faire un fourrage vraiment autour de entre 13, 15, 14, 15 de protéines. Donc l'idée après, c'était de tester. Donc ça, c'était là, je vais maintenant arriver à l'essai qui a été mis en place à la ferme expérimentale des Bordes. Donc tester un mélange riche en légumineuses et voir quand on met de l'azote sur ces mélanges-là, quelle est sa réaction et quelle est l'évolution de la proportion de légumineuses. Sachant qu'on a une contrainte quand même dans nos systèmes fourragers aujourd'hui, avec le changement climatique, les différentes sécheresses, la contrainte, c'est quand même d'avoir des bilans fourragers équilibrés. Donc, ça veut dire que, OK, la légumineuse peut nous apporter de l'azote pour la graminée, ça c'est sûr, mais est-ce que c'est suffisant pour équilibrer notre bilan fourrager? Et en fait, l'idée, c'est de tester différents niveaux d'apport d'azote pour, si on a besoin d'apporter de l'azote sur nos prairies, ce qui est fréquent dans nos systèmes d'élevage, quel est l'impact sur la légumineuse? Donc, il y a eu différentes modalités qui ont été mises en place pour tester tout ça. Donc, la première chose qui a été faite, c'est on teste l'apport d'azote dès la première année d'implantation, enfin, dès la première année d'exploitation, pardon. C'est-à-dire que l'essai a été implanté à l'automne 2017, la première année d'exploitation en 2018. Il y a une partie de l'essai où on a apporté de l'azote dès la première année. Et dans une autre partie de l'essai, dans d'autres modalités, on a fait le choix de ne rien apporter la première année d'exploitation, donc en 2018, et apporter uniquement à partir de la deuxième année d'exploitation, c'est-à-dire 2019. Et après, il y a eu différentes doses qui ont été testées pour ces différentes modalités. Donc, on part
on compare toujours par un témoin qui a 0 azote, et on va donc, ce qu'on a appelé N1, c'est l'apport dès la première année d'exploitation, on va de 30 unités en première coupe, 30 unités en première coupe et en deuxième coupe, donc 2 fois 30, après on fait 2 fois 45, 2 fois 60, et on monte jusqu'à 2 fois 90. Alors le 2 fois 90 n'est pas forcément à mettre en avant et pas forcément une pratique éleveur, mais c'était dans l'idée de l'essai, c'était de pouvoir extrapoler un petit peu les résultats et montrer l'ensemble de la courbe et voir l'évolution des légumineuses au milieu de tout ça. Donc c'était d'extrémiser un petit peu tout ça, même si ce n'est pas une pratique éleveur. Et donc ça a été également refait sur la partie de l'essai qui n'a pas eu d'azote en 2018. On a également appliqué ces doses-là sur la partie 2019. Et puis après, à chaque fois, en année d'exploitation suivante, on mettait 60 unités d'azote. Donc là, c'était plutôt au 200 degrés, donc base 1er février, donc l'apport classique d'azote. Donc quand on dit 200 degrés, c'est plutôt entre 200 et 300 degrés en somme de température base 1er février. Donc, l'idée, c'était de regarder un petit peu l'évolution la proportion des légumineuses. Donc, ce qu'on peut voir sur le graphique en bas de page, donc on voit que notre témoin, donc lui, ressort plutôt à 70% de légumineuses dans le rendement total. Et plus on va mettre d'azote, plus la proportion de légumineuses va forcément diminuer, donc ce qui n'est pas illogique, dans le sens où les légumineuses, c'est des plantes de lumière et des plantes qui n'aiment pas forcément la concurrence. Donc plus, à un moment donné, la graminée va bien se comporter dans le mélange, plus on va pénaliser la légumineuse. Ce qui est intéressant de voir quand on regarde un peu pour des pratiques éleveurs qui est plutôt à 2 fois 30 unités d'azote ou 45. Là, c'était 2 fois 45 dans l'essai, mais les éleveurs, souvent, ce qu'ils font, c'est 45 unités sur la première coupe, 30 unités sur la deuxième coupe. On voit qu'on maintient malgré tout des niveaux, des proportions de légumineuses dans le rendement intéressant par rapport au témoin. Donc le témoin à 70%, mais le N1 30-30, il reste quand même, donc sur la première récolte en 2018, il reste quand même à 60% de légumineuses, ce qui n'est pas neutre non plus. Et le N1 45-45, là, statistiquement, il décroche un petit peu plus. On descend à 50% de légumineuses. Mais en termes de proportion, on n'a pas tout sacrifié nos légumineuses en mettant de l'azote dessus. Donc là, on va regarder maintenant le bilan par rapport aux témoins. Si on apporte de l'azote dès la première année d'exploitation ou à partir de la deuxième année d'exploitation. C'est-à-dire que la première année, on n'apporte rien. Et là, vous pouvez voir donc, sur le petit graphique en haut à gauche, vous pouvez voir que donc, vous avez un histogramme avec assuré. Donc là, c'est quand on apporte à partir de la deuxième année. Et l'histogramme qui est en vert plus foncé, là, c'est quand on apporte dès la première année. Et si on compare par rapport aux témoins, on voit que quand on apporte à partir de la deuxième année, quelle que soit à peu près la dose, on peut voir qu'on est très proche du témoin. On dit que si on apporte de l'azote dès la première année, c'est-à-dire concrètement que les légumineuses ne sont pas forcément bien installées et qu'on favorise des graminées, c'est là que quand on regarde sur le cumul des 3 années d'essai, on voit que c'est là que ça décroche. Donc, une des premières conclusions qu'on peut avoir, c'est que si on peut apporter à partir de la deuxième année de l'azote, c'est plutôt favorable au développement des légumineuses. Et ce qui a été également testé, donc c'était l'impact sur la deuxième coupe. Donc c'est-à-dire qu'on apportait soit une fois de l'azote, mettons au 200 degrés, soit on apportait une fois au 200 degrés, puis sur la deuxième coupe, 10 jours après la après la première coupe, pardon, on rapporte 30 unités d'azote. Et donc ce qu'on a pu voir, c'est qu'en proportion, on pénalise effectivement les légumineuses sur la deuxième coupe, mais ça veut dire concrètement qu'on a cette pénalisation parce que c'est les graminées qui profitent et on a augmenté la production de graminées, on l'a multiplié par 2. Mais en soi, les légumineuses, elles sont restées au même niveau, elles n'ont pas bougé. Il y a autant de pieds de légumineuses qu'avant. C'est juste que la proportion dans le rendement total sur la deuxième coupe, elle a diminué. Donc, ça veut dire qu'on ne pénalise pas nos légumineuses en apportant de l'azote sur la deuxième coupe. Donc, ce qu'il faut retenir de cet essai, finalement, c'est que quand on peut, c'est mieux de fertiliser à partir de la deuxième année,
pour laisser bien le temps aux légumineuses de s'implanter. D'après nos graphiques, on peut voir que là, on a les meilleurs résultats. Bah, c'est quand on apporte 2 fois 30 unités d'azote ou 2 fois 45. Et quand on va au-delà, quand on est à 2 fois 60, ce qui est une pratique quand même peu fréquente chez les éleveurs, et 2 fois 90, on pénalise quand même beaucoup plus les légumineuses, et d'autant plus si l'apport est dès la première année. Donc notre conclusion, c'était que c'était possible de fertiliser dès la première année si les légumineuses sont plutôt bien implantées. Il faut absolument attendre la deuxième année si les légumineuses sont mal implantées en première année. Et notre équilibre semble se trouver à 2 fois 30 unités d'azote ou 2 fois 45 unités d'azote. En pratique éleveur, moi je dirais plutôt 45 unités d'azote plus 30 sur la deuxième. Et puis après, il ne faut pas oublier les principes de base dans l'implantation d'une prairie multi-espèces. Hein. C'est-à-dire que pour que les légumineuses s'implantent bien, il faut vraiment des lits de semences parfaits. Et donc, il faut essayer de rouler le lit de semences avant le semis. On sème et rouler après le semis, voire rouler 2 fois après le semis. On peut le voir souvent sur les tours de parcelles où, avec les passages d'engins, les sols sont bien tassés et donc il y a un bon contact terre-graine. Et on voit que c'est là où il y a le plus de légumineuses. Et notamment sur l'essai au bord, là, c'était frappant. Sur le tour de l'essai, on avait beaucoup plus de légumineuses que dans l'essai en lui-même. Et après, donc, autre élément déterminant, c'est qu'il faut bien choisir les espèces en fonction du type de sol. Donc, ce que je vous ai montré en fonction, les différents mélanges en fonction du sol humide ou plus séchant. Et puis après, les légumineuses, hein, là, l'objectif de l'azote, c'était bien essayer de maximiser un petit peu le rendement de notre mélange multi-espèces. Mais il y a d'autres éléments à réfléchir avant l'azote. C'est le pH qui est mon premier facteur limitant. Et puis après, phosphore et potasse qui sont des éléments déterminants. Surtout la potasse qui peut être souvent négligée et pourtant les légumineuses ont des besoins importants. Et puis pour conclure, c'est de dire, nous dans les systèmes d'élevage, l'important c'est d'avoir nos bilans fourragers équilibrés et que l'azote, des fois, elle peut être un bon moyen de favoriser un peu nos rendements de nos prairies multi-espèces. Et donc là, je prends l'exemple de cette année, par exemple, où on a eu un automne avec peu de pousses d'herbe, des conditions un petit peu extrêmes en pluviométrie, donc peu de valorisation d'herbe. Et on a un fort risque de se retrouver au moment de la mise à l'herbe avec des reports de stock assez faibles. Donc, sur ce genre de prairie, il ne faut pas hésiter à les mettre ces 2 fois 30 unités d'azote minimum pour essayer de favoriser un petit peu la production fourragère. Et puis, dans une autre année où là, vous aurez beaucoup plus de reports de stock, et là, ça sera peut-être l'idée, pourquoi pas, de faire des impasses, notamment sur ces prairies multi-espèces implantées sur la première année d'exploitation. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée, mais on est obligé de prendre en compte notre bilan fourrager global pour décider si on met ou pas de l'azote dans notre système fourrager. Même si les légumineuses, elles sont là effectivement pour nous aider à produire des prairies et de la qualité notamment et de la quantité dans les prairies. Donc voilà, on ouvre un peu les questions. Si vous le souhaitez, on peut être à votre écoute par rapport à ça. Alors. Vous ne parlez pas du tout de l'impact des légumineuses en couvert d'interculture courte entre 2 blés ou longue avant culture de printemps. Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé. J'en ai pas parlé juste parce qu'il fallait choisir. Donc après, ce qui peut être retenu en couvert d'interculture, donc tout ce que j'ai dit, ça s'applique. C'est-à-dire qu'il faut bien prendre en compte qu'on a une fixation d'abord et ensuite une minéralisation s'il y a les conditions. En interculture, le plus compliqué, ça va être de faire lever. Donc il faut, comme Jean-Baptiste l'a dit dans le cas des prairies, mais là c'est pareil, il faut une qualité d'implantation qui soit vraiment optimale pour qu'il y ait un développement important et surtout en interculture courte, avoir le temps d'avoir une biomasse suffisante pour qu'il y ait un effet azote significatif, quoi.
Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que évidemment il n'y aura pas d'effet. Enfin, on va voir un effet a posteriori. Ça me fait penser en fait, c'est-à-dire que quand on teste des couverts qui sont permanents ou des couverts qui sont annuels, on voit bien que dans les couverts permanents, on va avoir un relargage de l'azote à partir de la saison suivante, qui va être de l'ordre, comme on l'a dit, une trentaine, une cinquantaine d'unités d'azote par hectare. Et ça, c'est des choses qui sont encore peu quantifiées à grande échelle. Après, voilà, moi, l'impact des légumineuses en couvert sur la fertilité du sol, il est là. Sur les adventices, il est là. Alors, toujours la même chose en fonction des espèces, en fonction du développement. Et sur l'azote, ça va dépendre de ce qu'on peut obtenir comme biomasse et de ce qui va pouvoir être minéralisé au moment où ça va être détruit. Voilà, je ne sais pas si vous aviez une question plus précise que ça ou si c'était juste un point un peu général. Ok, bon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, de toute façon, du coup, je vais remettre Hop, je vais remettre ça. Mais bon, du coup, si vous avez d'autres questions, vous avez du coup nos noms. Vous pouvez toujours nous contacter ultérieurement s'il y a des questions éventuelles, on y répondra. Et puis après, du coup, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier webinaire qui sera du coup la présentation des résultats de l'essai qui a été mené sur différentes modalités de fertilisation azotée sur du blé. Donc voilà, qui sera présenté par Clara et Jean-Pierre Nicolet. Voilà, bon écoutez, on vous souhaite à tous une bonne après-midi et puis à bientôt.